Bonjour à tous, bonjour Cyrus. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Merci à tous d'être présents pour ce webinaire dédié à la sécurité autour de Microsoft 365. Le but va être d'identifier tout ce qui a trait à la sécurité le partage des données autour de Microsoft 365. Je suis Laurent Cosnuau, responsable des services managés sécurisés au sein de Medsys, et je suis accompagné par Cyrus. Oui, bonjour, rebonjour à tous. Donc moi c'est Cyrus Bonnet, donc je suis ingénieur manager avant-vente chez Varonis depuis bientôt 3 ans maintenant. Donc je charge une équipe de 6 ingénieurs avant-vente chez Varonis. Donc on va pouvoir parler de sécurisation de M365 aujourd'hui, comme Laurent disait avec Varonis. Petite présentation de Medsys, pour ceux qui nous connaissent pas encore, je l'espère. Alors Medsys, qui sommes-nous? Medsys, c'est avant tout un acteur reconnu dans le conseil et l'intégration de solutions de cybersécurité, de cloud et d'infrastructure. Aujourd'hui, c'est 11 agences en France et près de 500 collaborateurs, sachant qu'il y a des projets d'ouverture d'agences qui sont en cours. On est sur un chiffre d'affaires en forte hausse sur 2022 avec 67 millions de chiffre d'affaires et une croissance à 2 chiffres, une forte croissance pour Medsys, on en est très content. C'est un peu plus, pratiquement 300 clients actifs et satisfaits surtout. C'est peut-être le plus important au sein des différentes agences, avec un nombre incalculable de projets, hein, bien évidemment. On a une proximité sur toute la France. On a des agences qui sont implantées aux 4 coins de l'Hexagone, et on a également 2 centres de services, un centre de service cloud et cybersécurité, dont on reparlera également. Medsys, acteur majeur de la cybersécurité depuis 5 ans et plus, j'ai envie de dire. On est membre d'associations et d'organisations stratégiques, comme par exemple Microsoft Intelligent Security Association, le groupement Exatrust, le campus cyber, qui est plutôt bien connu sur Paris, et les experts cyber, qui est un label de sécurité numérique du gouvernement. On est reconnu sur le marché pour notre capacité d'intervention et surtout pour pouvoir agir et prévenir au niveau des 5 points d'entrée des cyberattaques, qui sont l'identité, les endpoints, la data, le réseau et bien évidemment les applications qui peuvent être utilisées par vos entreprises. Medsys, on est également créateur du Concordance Club, qui est la communauté de la SSI en France, ça se fait, les rendez-vous se font sur Paris. Par contre, c'est accessible à tous potentiellement, donc voilà. N'hésitez pas à aller voir le Concordance Club, que vous trouvez également sur LinkedIn. Alors Medsys, partenaire privilégié de Microsoft depuis maintenant plus de 10 ans. Il faut savoir que l'an dernier, on a obtenu le prix Security Award pour la France. C'est un prix dont on est très fier. Alors, Medsys a obtenu le prix notamment parce que on a aussi 4 Microsoft Certified Trainers au sein de nos équipes. On a plus de 400 experts certifiés. C'est aussi un Microsoft Regional Director et également 5 MVP, dont on est très fier au sein de Medsys. Mais ce qui nous amène aujourd'hui, c'est plutôt le partenariat avec Varonis. C'est un partenariat qui est de longue date. Medsys, c'est l'entreprise ayant le plus de certifications Varonis en Europe. C'est l'un des plus anciens partenaires français depuis 2012, ouais, c'est ça. On est primé depuis 3 années comme partenaire de l'année, grâce à tous nos travaux avec Varonis. Et au sein des équipes Medsys, on va retrouver 12 experts certifiés VCDP, qui est la plus haute certification que Varonis dispose. En termes d'expertise, on va pouvoir vous accompagner sur tous vos projets cybersécurité, cloud et infrastructure services, modern workplace, pour la modernisation des environnements de travail. Et également, on en parlait tout à l'heure, les 2 centres de services, les Managed Services Cloud et Managed Services Cybersécurité, dont je fais partie. Et en termes de métier, on va retrouver tout ce qui est analyse, conseil, intégration, formation. Voilà. Il y a des projets de formation aussi au sein
au sein de Medsys qui devrait prendre forme rapidement. Je laisse maintenant la place à Cyrus pour la présentation de Varonis. Merci Laurent. Donc, tu peux parler un petit peu de Varonis. Varonis, donc, est un éditeur de logiciels américain, donc fondé en 2005. On est vraiment une solution qu'on va appeler data-centric, donc spécialisée dans la protection et la gouvernance de la donnée. La société est cotée en bourse au Nasdaq américain, donc depuis 2014. Ce qui fait notre fierté aujourd'hui, c'est qu'on a plus de 2000 collaborateurs donc, qui sont répartis sur les 5 continents, dont 120 qui sont en France aujourd'hui. Donc, il y a plus de 500 développeurs, donc que des développeurs internes à Varonis. Hein, donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le siège social de Varonis est basé à New York et le siège européen est à Paris, en France. Nous avons la chance et l'honneur d'avoir plus de 8500 clients dans le monde, dont 2000 qui sont basés, enfin 2000 clients sur le marché français. Et donc la France représente pour Varonis Monde le deuxième marché, donc depuis plus de 14 ans maintenant. On a 30% de croissance environ par an depuis des années maintenant. Et en termes de revenus annuels, on n'est pas loin de revenus annuels récurrents, on n'est pas loin de 448 millions, enfin 450 millions pour ainsi dire. Pour parler de données en tant que telles, donc vous voyez, Varonis protège la donnée où elle se trouve. Donc, par donnée, donc on a différents types de données. On va retrouver de la donnée sur du SaaS, donc que ce soit sur du Salesforce, du Google Drive, du Teams ou encore Microsoft 365, et j'en passe. On va également retrouver de la donnée sur tout ce qui va être cloud privé ou de cloud on-prem. Là, on va plus s'intéresser à la donnée type Windows, du NetApp ou encore du Banzura. Enfin, c'est pas beaucoup répandu en France, mais on en trouve beaucoup aux États-Unis. Tout ce qui va être données hébergées sur du Nutanix également, que Varonis va pouvoir monitorer, bien entendu. Sur la partie base de données, donc jusque-là, Varonis était très orienté base de données non structurées. Donc aujourd'hui, on est capable de monitorer des bases de données structurées qui sont hébergées donc sur du Amazon RDS. On va parler de Postgres, de MySQL, on va parler également de Microsoft SQL Server, on va parler d'Oracle, qu'on va pouvoir monitorer s'ils sont hébergés donc, dans un environnement Amazon RDS. Au niveau identité également, donc identité, on va parler de Azure AD, on va retrouver également du Active Directory, de l'Okta. Donc quand je parle de visibilité, donc c'est la slide d'après vous l'expliquera. Hein, donc on va retrouver en fait cette visibilité qu'on va accrue également. On va être capable de vous donner également la visibilité sur l'activité, sur tout ce qui va être lié à CPaaS, donc comme AWS, comme du S3 ou Azure comme sur du Azure Blob, pardon. Et aussi s'intéresser à la visibilité, l'activité sur tout ce qui va être accès de type périmétrique. Donc, on va parler de VPN, DNS, proxy. Donc, vous voyez que Varonis couvre un assez large panel en termes d'entrepôt de données et donc en termes de cloud privé, public ou autre. Donc, c'est la force de Varonis. En fait, c'est vraiment de vous donner, sur la slide suivante, en fait, de vous permettre d'avoir la visibilité donc en partant de la donnée. Donc, comme ces entrepôts de données que je vous ai montré tout à l'heure, vous vous retrouvez sur la partie de gauche, tout ce qui va être donné sur du cloud ou du on-prem, donc je ne vais pas revenir dessus. Mais ce qui va être important dessus, c'est que Varonis part de ces silos de données-là, et donc avec pour objectif de vous donner 4 résultats. On va parler en fait de 4 résultats qui sont au final qui vont se baser un petit peu sur 3 ingrédients. Les ingrédients, ça va être quoi? Ça va être la sensibilité. Quand je vais parler de sensibilité, ça veut dire qu'en fait, je vais pouvoir savoir sur mes environnements que je monitore si j'ai de la donnée sensible ou non qui est présente, quel type de données sensible c'est, comment elle est, est-ce que c'est de la donnée type RGPD, est-ce que c'est de la donnée de type CPA ou de la donnée réglementaire, etc. Donc, je peux donner la visibilité sur tout type de données. Ça peut être des numéros de brevets, ça peut être un dictionnaire de mots-clés en se basant sur un dictionnaire de mots-clés. Donc, tout ça basé sur des patterns, donc des patterns assez simples qu'on va pouvoir utiliser. Et à partir de ces patterns-là, on va aller pouvoir lire le document en question et pouvoir identifier la donnée à l'intérieur. Donc, deuxième ingrédient qui va être important aussi, ça va être on va parler de permission. Donc, permission, c'est qui a accès à quoi, quand, comment
qui fait quoi, une activité vraiment à proprement parler. Et ce troisième ingrédient au final, qui, je vais pas dire c'est le plus important, mais ça y contribue également, les trois sont indissociables. Au final, on va retrouver tout ce qui est activité. Donc, quand on va parler d'activité, on va parler de activités de type lecture, écriture, sur tous les environnements dont je vous ai parlé au départ. Hein. Donc, on va parler de lecture, écriture, modification, suppression, que ce soit sur des emails envoyés, reçus ou autres, une visibilité complète en termes d'activité, et vous alerter le cas échéant quand il y a déviance de ces usages au final. Et donc, les 4 résultats là, donc on va pas, c'est la visibilité complète que vous donne Varonis, la réduction de ce qu'on appelle blast radius, la surface d'exposition de vos données au final. Donc, c'est notre focus aujourd'hui. La détection et réponse aux menaces, et également tout ce qui va être conformité simplifiée, donc en termes de compliance. Donc, Laurent, je vais te laisser la main, donc vous pourrez débuter donc sur cette partie sécurisation de M365. Merci beaucoup Cyrus. Donc effectivement, le thème qui nous rassemble aujourd'hui, c'est la sécurisation de Microsoft 365, la protection des données online à grande échelle. Petite introduction concernant le programme. On va voir ensemble le fonctionnement de la collaboration dans Microsoft 365. On verra ensuite comment on passe de la collaboration au chaos pour les équipes IT, comprendre les rouages du chaos, quelle visibilité on peut avoir. On fera une petite démo de cas d'usage sur des différents partages et comment est-ce qu'on peut identifier qui a partagé quoi. On fera une petite synthèse ensuite de ces éléments-là et Cyrus vous présentera la nouvelle version de Varonis, la version SaaS, qui nous permettra justement d'aller voir des éléments des use cases qui auront été présentés. Et puis à la fin, évidemment, une partie questions et réponses. Donc si jamais vous avez des questions au sein de la fenêtre Teams, vous avez le petit bouton Q&A. Elles seront revues à la fin pour qu'on puisse dérouler la présentation. Donc, quelle est la situation sur Microsoft 365 vu l'ensemble des risques? Alors, vous en rêviez, Microsoft l'a fait, le partage instantané de vos données depuis n'importe quel device, partout dans le monde, à tout collaborateur, hein, que ce soit un collaborateur interne ou externe. Alors pour le coup, c'est indéniable, hein, ça facilite grandement la collaboration. C'est tout l'objectif de ces nouveaux outils, hein, justement. On n'est plus obligé de faire appel à tous ces gens bizarres des services informatiques qui nous font des réponses un peu bizarre également. Là, aujourd'hui, d'un simple clic, n'importe quel utilisateur peut partager des données. C'est quand même vachement plus facile, vachement plus pratique. La contrepartie, c'est que c'est plus difficile à sécuriser finalement. On a déplacé la gestion des accès qui était auparavant l'apanage de l'IT aux utilisateurs finaux, alors que ceux-ci ne sont pas toujours sensibilités aux usages et à la sécurité. C'est pas leur métier. Donc du coup, ça peut rapidement poser des problèmes de sécurité. On a un vrai défi aujourd'hui sur l'identification de qui a accès à la donnée, hein, que ce soit en interne ou en externe, et évidemment l'exposition des données sensibles. Encore faut-il qu'elles soient identifiées. Donc aujourd'hui, Varonis va permettre à la fois d'identifier les données, de les classifier en termes de classification RGPD, médicale et autres. Et on va pouvoir connaître leur exposition également, savoir si c'est des données qui sont ouvertes à tout le monde ou si elles sont restreintes à certains groupes. Le fonctionnement de la collaboration dans M365. Alors, on a l'habitude de voir ces applications au sein de M365. On va retrouver Exchange, Azure AD, OneDrive, SharePoint. Tout ça, normalement, non seulement vous connaissez, mais vous devriez, j'imagine, déjà être en train de l'utiliser. Donc, Exchange Online, ça va être pour tout ce qui va être email. Azure AD, on va retrouver la gestion des utilisateurs, des groupes, également des rôles, la sécurité qui est autour de ces utilisateurs et groupes. Pour OneDrive, ça va être tout ce qui va être stockage de fichiers personnels. Alors, ça a été
un peu dénigré au début, peut-être OneDrive, c'est de plus en plus utilisé, c'est de plus en plus autorisé hein, pour les utilisateurs dans les entreprises. Donc, faut vraiment prendre en compte cet aspect-là. Et puis, la partie SharePoint pour tout ce qui va être données collaboratives. Mais dans tout ça, on retrouve pas Teams. Moi, j'utilise Teams tous les jours, mais là, voilà, je vois du Exchange, de l'Azure, du SharePoint, du OneDrive, mais voilà, je retrouve pas Teams. Alors Teams, c'est pas une solution à part entière en vrai hein, qui stocke de la donnée. C'est on va appeler ça un module hein, qui va interagir avec les solutions qui existent déjà, hein, avec Exchange, Azure AD, OneDrive, SharePoint. Mais c'est pas une solution à part entière, véritablement. Quand on va créer un Teams, on va avoir des boîtes mail qui vont être créées automatiquement. On va avoir des utilisateurs, des groupes dans la partie Azure AD. On va avoir un OneDrive et un SharePoint qui vont aussi être créés en fonction des configurations et des échanges qui vont être réalisés. Alors pour illustrer ce processus, je propose qu'on fasse une petite mise en situation au travers d'une équipe finance et de différents collaborateurs et on va voir comment est-ce que eux partagent et travaillent en collaboration. Alors on va retrouver notre équipe, on a Amélia qui est directrice financière qui gère une équipe de 4 personnes, James, William, Linda et Zoé. À côté on va retrouver Sandra qui est au service RH, gestionnaire d'avantages sociaux, et Margaret, qui est une avocate externe avec qui potentiellement ils ont besoin de travailler, d'échanger. Comment ça va se passer? Tous les membres de cette équipe ont bien évidemment besoin d'échanger, de collaborer entre eux autour de différents sujets. On va avoir maintenant différents scénarios de partage au travers d'un seul Teams. Donc, on a la création d'un Teams compensation qu'on retrouve ici. Donc, c'est un Teams qui a été créé par Amélia, hein, qui est la responsable du service. Ce qu'on voit, c'est qu'elle a ajouté Zoé en tant qu'honneur de ce Teams, hein, compensation, et les membres, donc les membres de son équipe, hein, on va retrouver William, etc., les autres personnes. On voit Margaret, qui est l'avocate, qui est en guest, hein, parce que c'est une personne externe à l'entreprise, et Sandra, qui faisait partie du service RH. Comme je disais, on a Zoé qui est positionnée en tant que honneur. Donc potentiellement, elle peut modifier les droits de Steam, elle peut modifier les partages, inviter des utilisateurs sans qu'Amélia soit notifiée de ces changements. Création de canaux, envoi de fichiers sensibles. Dans un second temps, on va avoir un début de collaboration pour partager des données sensibles au sein de l'équipe avec la création d'un channel. Donc dans un Teams, on va pouvoir créer différents channels privés ou publics. Là, ce qu'on voit, c'est que Linda crée un canal nommé bonus et il fait glisser un fichier Excel pour que le service financier puisse le passer en revue. Eh ben, écoutez, c'est une bonne chose parce que justement, James et William vont pouvoir reprendre ce fichier, le valider. Alors par contre, on a un nom un petit peu évocateur sur ce fichier, il s'appelle employé bonus. Potentiellement, il va contenir des données sensibles, j'imagine. On devrait peut-être avoir un nom, un certain montant de bonus, un compte bancaire, un numéro IBAN ou autre. Tout ça, ça fait partie des données sensibles hein, que Varonis est capable d'analyser. Ici, on va voir la fenêtre de partage que vous connaissez bien, hein. Donc partage au sein de l'organisation, partage avec des personnes qui ont déjà des accès, partage avec des personnes spécifiques, hein, où on est obligé de renseigner l'email. Et le partage qui fait peur un petit peu, c'est celui-ci, anyone with the link. Donc toute personne détenant le lien peut éditer ou voir la donnée. Ici, on va voir que James, qui était membre de notre équipe finance, il partage le fichier des bonus avec Emma, qu'on a vu, hein, qui était au service RH, qui ne fait pas partie de l'équipe, via un lien. Donc,
James, au travers de simplement Outlook ou Teams ou directement depuis le fichier, va pouvoir créer un partage directement, un partage par lien qu'il envoie à Emma, qui fait partie d'un autre service. Donc on ne touche pas au Teams, à rien, on fait juste un partage via un lien. Et ici, on va retrouver William qui partage un contrat d'embauche avec Margaret. Donc Margaret, c'est l'avocate, une personne externe à l'entreprise, via une conversation privée dans un Teams. Donc il lui dit j'ai préparé l'agreement employment pour la nouvelle recrue. Est-ce que tu peux regarder? Voilà. Donc il lui envoie le fichier. Margaret, elle n'est pas dans l'organisation. Voilà. Aujourd'hui, on se pose la question de quel techno est derrière. Mon fichier, est-ce qu'il est sur OneDrive, sur SharePoint Online, sur Teams? Si je ferme la discussion, qu'est-ce qu'il arrive de ce fichier? Où est-ce qu'il va se retrouver? Quels accès sont donnés via ce partage? Est-ce qu'on est en modif? Est-ce qu'on est en lecture seule au travers du Teams? Teams permet de faciliter le partage du doc, mais est-ce que le propriétaire du Teams a la vue sur ces partages? Je ne suis pas sûr. On va tenter de répondre à ces questions. Si on fait un petit point sur ce qu'on a vu sur les dernières actions, on a vu une équipe Teams qui a été créée avec le groupe Finance, un membre RH qui fait partie de l'organisation et une avocate externe. On a vu des données sensibles qui ont été uploadées dans un canal qui était dédié dans cette conversation Teams, dans cette équipe Teams. On a un membre de l'équipe Teams qui a partagé ce document sensible à quelqu'un d'autre qui reste dans l'organisation, qui était Emma des services RH. Et William qui a partagé un autre document encore avec quelqu'un qui est Margaret, qui est une personne externe à l'organisation. Alors, on n'a pas réalisé tant d'actions que ça, mais j'ai l'impression qu'on est déjà un peu perdu quant à qui a accès à quoi, qui gère les données et surtout où est-ce qu'elles sont. Cyrus, est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette partie? Bien sûr, Laurent. Donc là, on parle de collaboration jusque-là. Donc, est-ce que la collaboration n'aboutit pas au final à un chaos total? Ce qui va être important ici de comprendre, c'est que au final, les utilisateurs deviennent administrateurs de groupes de sécurité sans le savoir. Donc, pour rappel, comme vous l'expliquiez tout à l'heure, Laurent, donc on a Amélia, la directrice financière, qui a fait de Zoé, elle est devenue, en fait, Zoé est devenue copropriétaire du groupe. Donc, Zoé, en devenant copropriétaire du groupe, en fait, elle peut faire tout ce qu'elle veut sans avoir à notifier Amélia. Donc, Zoé, en fait, elle peut faire exactement, donner un consentement, donner accès à quelqu'un, partager comme elle a pu le faire, des documents sans que Amélia sans qu'elle ait de compte à rendre à Amélia. Au final, on sera en droit de s'interroger, de se demander si Zoé, au final, elle est formée, elle a les habilitations, elle est suffisamment alerte pour pouvoir s'interroger, faire la revue des habilitations et s'assurer que les bonnes personnes ont accès aux bonnes données. Ça, c'est une vraie question à se poser. Deuxième chose, c'est qu'on va parler ici au final des utilisateurs qui exposent leurs données par erreur dans les canaux. Donc, comme on a pu le voir tout à l'heure, Linda, elle a créé une chaîne, donc elle a importé à l'intérieur de cette chaîne donc un fichier Excel qui contiennent énormément d'informations personnelles. Ces données, c'est des données sensibles, visiblement, vu le nom du fichier, vous en souvenez tout à l'heure, un fichier bonus, etc. Donc, des personnes se retrouvent en fait à avoir accès au final à des données sensibles dont elles n'ont pas besoin jusque-là. Ici, Linda, en fait, dans notre exemple, elle ne s'est pas rendu compte au final que des invités ou d'autres personnes qui ne sont pas liées au service financier ont accès à ces fichiers-là. Ce qui est vraiment important de comprendre ici, c'est qu'on va avoir deux cas de surexposition au final. Donc Sandra, elle est du service RH, donc elle est gestionnaire d'avantages sociaux, donc elle travaille dans l'organisation, donc pas dans l'équipe finance. Et au final, elle va avoir accès à des documents dont elle n'a pas besoin, qui ne la concernent pas. Donc RH versus finance, bon, ça n'a pas forcément de rapport. Donc, premier cas, on va parler de surexposition interne. Ensuite, il y a Margaret, dont Laurent parlait également. Donc, Margaret, elle va être un exemple typique de surexposition externe de la donnée. Donc, c'est une personne, c'est l'avocate, elle est externe à l'organisation et donc, elle se retrouve à avoir accès à des informations qui sont censées rester confidentielles en interne. Donc, en continuant, donc, ce qu'on comprend ici,
c'est que les équipes qui sont censées être privées, au final, ne sont pas privées dans les espaces M365. James, ici, dans notre exemple, a partagé un fichier, une feuille de calcul contenant des données à caractère personnel avec Emma, qui est du service RH. Donc Emma, évidemment, ne fait pas partie de l'équipe. Ce qui se passe aussi, c'est que Emma, bon, aussi sympa qu'elle puisse être, hein, elle dispose d'un accès par l'intermédiaire d'un lien. Juste un lien. Elle ne fait même pas partie de groupe, etc. Elle a juste un lien qui lui permet d'accéder à ce document. Et par l'intermédiaire de ce lien, donc les équipes IT ont au final aucune possibilité réelle de pouvoir tracer en termes d'accès, en termes d'activité, qui fait quoi sur ce fichier. Donc, il faudrait au final faire une revue d'habilitation un petit peu en interne et dire à un moment donné, bon, ça suffit. Donc, après, en poussant un peu la réflexion, une possibilité pourrait être de mettre en place peut-être un accès temporaire pour de 10-15 jours, juste pour un besoin ponctuel dans le cas du projet. Et puis après, hop, cet accès-là disparaît. Ça pourrait être une solution en termes de rémédiation, mais c'est rare qu'on se retrouve dans ce genre de cas. Et donc, au final, ce qui va se passer, c'est que les fichiers qui se retrouvent partagés, on va être à même de s'interroger, de se demander où est-ce que ces fichiers-là qui sont partagés vont atterrir. Donc, les fichiers qui sont partagés au sein d'un chat, là, on a l'exemple concret, hein, donc un échange, William qui discute avec Margaret, donc Margaret, avocate externe. Ils ont vers un document sensible qui a été partagé, donc concerne un contrat de travail, hein, qui a été partagé avec cette avocate. Donc, c'est échangé dans le chat où se trouve ce fichier, qui y a accès et que devient ce fichier-là une fois que le chat est supprimé. Donc, en fait, il va être question de pouvoir répondre à ces questions, pouvoir s'assurer que ce contrat de travail-là ne se retrouve pas accessible à tous. Donc, on va s'interroger, donc on va être à même de se poser une vraie question qui est légitime au final ici, hein, donc est-ce que partager est un risque pour la sécurité? De toute façon, la collaboration fait que les équipes ont besoin de travailler ensemble, de collaborer. Les exemples qu'on a pu vous montrer avec Laurent ici, c'est des cas qu'on trouve dans la vie de tous les jours. Donc, les équipes IT, au final, perdent la main sur ces différents éléments parce que c'est les utilisateurs finaux qui se retrouvent à contrôler la donnée, donc la donnée interne à l'organisation. Les utilisateurs finaux, on le contrôle, ils le partagent, ils en font ce qu'ils veulent, alors qu'ils n'ont aucune expérience en matière de sécurité. On va également parler des données sensibles, l'emplacement de stockage de ces données sensibles-là, les accès qui sont donnés ne sont pas forcément évidents. Les données sensibles au final, ils sont partagées sans forcément que la personne en ait besoin. Donc, on a eu des cas typiques tout à l'heure qu'on a évoqués ensemble. Il n'y a pas de prise en compte de tout ce qui va être réglementation RGPD, de réglementation de type CCPA, de PHI, etc. Donc, on a parlé également de risques sur termes de surexposition interne, comme on a pu le voir tout à l'heure. Hein. Donc, au final, vous avez compris, hein, la collaboration avec un minimum de friction, ça contredit vraiment les concepts de sécurité de base. Et donc, maintenant, en fait, je vais pouvoir un petit peu aller plus loin en vous expliquant les rouages de ce chaos. Donc, pour rappel, rouage de ce chaos, ce qui se passe vraiment quand vous créez un site, vous créez une équipe. Donc, quand une équipe est créée dans Teams, donc vous avez forcément un groupe dans M365 qui est créé. Vous allez ensuite avoir un groupe et un sous-groupe qui va être créé côté M365 et dans Azure, juste parce que vous avez créé un Teams, hein, je rappelle, un truc basique que font les utilisateurs tous les jours. Il va avoir également un site d'équipe qui va être créé dans SharePoint Online. Autre impact de la création d'un site d'équipe Teams, tout simplement, vous allez avoir une boîte de réception et un calendrier caché qui vont être créés dans Exchange Online. Et bien plus encore. Donc, on ne va pas tout énumérer ici, mais il faut vraiment que vous compreniez l'impact que ça représente pour les utilisateurs. Enfin, les utilisateurs ne s'en rendent pas compte, mais nous, côté IT, donc l'impact n'est vraiment pas neutre. Donc, Teams, un site Teams créé, site d'équipe Teams créé, donc groupe M365, dans Azure AD, des groupes des listes de distribution, des boîtes de réception, des calendriers partagés cachés, des sites d'équipe, et j'en passe.
Et si on regarde un peu plus dans le détail, pour savoir un petit peu où est-ce que les données vont être stockées, donc exactement. Première chose à savoir, je crée une équipe dans Teams, donc il y a un nouveau SharePoint Online qui va être créé. Si c'est un channel standard que j'ai créé, bah forcément, il y aura un nouveau dossier créé dans SharePoint Online. Les fichiers vont être stockés dans le dossier SharePoint Online, tout comme les emails. Par contre, si en plus du channel privé, je viens à créer un channel privé, du channel standard, pardon, je viens à créer un channel privé, là, automatiquement, un nouveau dossier va être créé, un nouveau site pardon, va être créé côté SharePoint Online. Je vais avoir les fichiers qui vont être stockés dans le cadre de ce channel privé dans le dossier SharePoint Online attaché à ce channel privé. Les emails aussi vont être stockés dans SharePoint Online, pardon. Et tout ce qui va concerner le fil de la discussion, enfin notamment spécifiquement les pièces jointes, vont aller être stockés dans OneDrive. Donc, vous imaginez tout ce que ça représente en termes d'impact, en termes de final de visibilité pour le service informatique. Donc, comment le service informatique va faire pouvoir au final avoir la visibilité sur cette situation. Donc, je vais te laisser la main, Laurent. Je crois que tu as une petite idée là-dessus. Ouais, effectivement, merci Cyrus. On va voir une petite démo ensemble sur. On va essayer de se mettre dans la peau du service informatique, qui essaie de faire une revue d'habilitation sur ce Teams, hein, le fameux compensation, avec le fichier bonus. Le but, ça va être d'identifier facilement qui a accès et comment est-ce que les gens ont obtenu ces accès. Hop. Alors, on pourrait être tenté d'aller sur le portail Azure AD. Donc, si on se connecte dans la partie Azure AD pour faire une revue d'habilitation de droit sur le groupe de sécurité compensation, on se rend compte que on a bien les personnes qui ont été ajoutées au début par Amélia, hein, qui était la responsable du groupe. Par contre, on sait qu'Emma, elle a un lien. Là, Emma, on la voit pas. On sait qu'il y a des actions de partage qui ont été réalisées, mais pourtant on n'arrive pas à l'identifier ici. Alors, la plateforme Azure AD, elle est peut-être pas suffisante pour faire cette revue. On va aller voir dans Teams potentiellement, donc on se place sur le Teams compensation. Lorsqu'on fait la revue de droit sur le site Teams, Emma n'est toujours pas présente. Pourtant, on sait qu'elle a un lien, hein. Seulement on n'arrive pas à l'identifier pour le moment dans les autorisations, dans les membres ou dans les partages. Alors, voilà, la vraie question, où est Emma, quoi? L'accès d'Emma n'est pas visible dans Teams, l'accès d'Emma n'est pas visible dans Azure AD. On a pourtant un reward à 100 000 $ qui devrait motiver les équipes informatiques, hein, pour retrouver Emma. On n'a pas la visibilité pour le moment sur ces accès. Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde une petite vidéo qui reprend le passage en revue des accès dans SharePoint Online notamment, qui devrait, je l'espère, nous permettre d'identifier les accès d'Emma. Donc là, on va voir dans la partie, donc on est dans la partie SharePoint Online. Donc on retrouve ici donc le Teams compensation. On va retrouver les canaux. Donc tout à l'heure, on voyait bien, il y avait le canal général, le channel, et un canal secondaire qui avait été créé par Linda pour y déposer le fichier bonus. Donc là, on se place au niveau du fichier, on le sélectionne, et puis ici, dans la partie de droite, normalement, on va pouvoir vérifier qui a les accès. Donc là, on identifie facilement qu'il y a 4 groupes. 4 groupes, je ne sais pas, et Emma HR. Donc là, potentiellement, donc elle a été identifiée. Seulement, on ne sait pas d'où elle tire son accès. Alors, on voit il y a 4 groupes. Alors, on imagine que les gens qui ont été ajoutés à la création du Teams vont être dans ces groupes. Mais par contre, Emma, pourquoi est-ce qu'elle est en dehors? Pourquoi c'est un petit peu différent pour elle? Donc là, on va cliquer sur Manage Access. Donc là, on voit nos 4 groupes, hein, compensation Members, compensation Visitors,
et 2 groupes d'honneur. Voilà, donc là, potentiellement, on peut modifier les autorisations des groupes, ce qu'ils peuvent éditer, ce qu'ils peuvent voir, est-ce qu'on peut arrêter le partage avec eux également. Alors là, par exemple, je ne sais pas qui est membre de ce groupe. Donc, on va aller dans la partie Advanced. Donc, on arrive dans une nouvelle fenêtre du SharePoint Online. Hein. On va retrouver une nouvelle fois ces groupes, compensation members, compensation owners et visitors. Et alors là, donc on clique sur compensation members et c'est un peu bizarre parce que là, on voit un CRIS légal qui est en plus des membres compensation. Alors bon, nouvel élément, il va falloir qu'on fasse des investigations également pour savoir d'où provient ce fameux CRIS qu'on n'a pas vu jusque-là. Et ici, finalement, toujours dans la partie SharePoint Online, on va retrouver le Manage Link qui permet de voir les liens de partage. Et là, enfin, au travers du Manage Link, on va voir que on retrouve notre Emma du service RH. Donc Emma, elle a les accès via un lien, on a pu l'identifier. C'était un petit peu fastidieux, ça fait beaucoup d'actions pour de la revue d'habilitation sur un seul fichier. S'il faut faire ça au sein de tous les fichiers et tous les teams et autres de l'entreprise, ça va monopoliser du monde pendant un petit moment. En plus, voilà, il a fallu naviguer dans différentes fenêtres, l'Azure AD, SharePoint Online. On n'a pas eu l'information facilement en pointant tout de suite un site SharePoint ou un Teams et puis en demandant qui avait les accès dessus. Donc une recherche assez fastidieuse. Donc ce qu'on voit, c'est que dans l'ensemble, on a peu de visibilité sur les accès au sein de Teams. En cherchant à identifier les accès d'Emma, on découvre qu'il y a un certain Chris aussi qui a des accès qui n'avaient pas été identifiés avant. Il ne fait même pas partie du service finance, potentiellement. On va devoir lancer de nouvelles investigations pour découvrir qui est ce fameux Chris, d'où est-ce qu'il obtient ses accès. Donc Emma et Chris sont apparus dans SharePoint Online, mais seulement après des explorations fastidieuses, la consultation de différentes consoles. Ils apparaissent pas ni dans Azure AD ni dans Teams. Donc les membres de l'équipe ne sont visibles que dans l'Azure AD, pas dans SharePoint, et il faut jongler entre les consoles pour réussir à trouver l'ensemble des membres et des autorisations sur un seul fichier qui est partagé. Alors là, la question qui vous tient en haleine depuis qu'il a été identifié, mais qui est ce Chris, quoi? D'où est-ce qu'il sort? Alors en fait, le partage qui a été réalisé, c'est un partage de sites d'équipe avec des personnes extérieures via SharePoint Online. Comme il faisait par défaut partie du groupe compensation dans la création initiale de l'Azure AD, il a été inclus dans ce Teams. Donc effectivement, on a des membres qui peuvent se retrouver à avoir des accès, même si vous ne les avez pas ajoutés manuellement à la création du Teams. Ils peuvent se retrouver dans des espaces shared, comme on vient de découvrir Chris. Donc cette revue, la revue d'habilitation sur l'ensemble de vos Teams et de vos différents canaux, elle est primordiale, elle est nécessaire afin d'identifier réellement tout l'ensemble des accès. Donc bienvenue sur le site SharePoint, Chris, qui n'avait pas été identifié jusque-là. Donc on vient d'en parler, c'était un partage d'équipe avec des personnes extérieures, et Chris faisait partie du groupe à la création de l'Azure AD, donc il a été automatiquement ajouté. On va nous dire potentiellement également, moi, je suis en E5 avec du MCAS, donc du Microsoft Cloud App Security. Potentiellement, je ne vois pas de problématique à identifier tout ça. Alors,
peut-être. Peut-être que MCAS a des réponses et va pouvoir nous fournir une visibilité complète. Eh bien, spoiler alert, la réponse est non. Effectivement, bien que nous puissions voir Chris et Emma, on ne peut pas explorer les groupes et voir les membres. De même, la recherche, si on fait une recherche ici, on voit Zoé, hein, qui est collaborateur. Bon, bah, on voit pas de fichier associé alors que elle a tout à fait accès au fichier bonus qui a été présenté au tout début. Bon, voilà. Finalement, si on utilise simplement MCAS, on va se dire que la revue d'habilitation est faite et est correcte, alors qu'on n'a pas l'intégralité des résultats. Comment Varonis permet d'assurer à grande échelle la protection des données dans Microsoft 365? Alors, on va voir dans quelques instants au travers de la démo SaaS, mais Varonis permet de centraliser au sein d'un seul outil la gestion et le contrôle pour les environnements M365. On va pouvoir également répondre rapidement à la question qui a accès, qui a véritablement accès aux données critiques de l'entreprise. On va pouvoir classifier, protéger les données sensibles et réglementées à grande échelle. Donc tout ce qu'on appelle données sensibles, hein, c'est de la donnée qui aura été identifiée, RGPD, médicale, etc., P2I, potentiellement. Et puis, suivant les règles et les lois de gestion de la donnée, hein, en Europe, on a RGPD, aux États-Unis, c'est HIPAA, etc., etc. Détecter les menaces en vous appuyant sur les données avec une centaine de modèles prêts à l'emploi. Donc on va avoir de la détection et de l'alerting au travers de Varonis. Par exemple, partage de données RGPD via un lien public. C'est une alerte qui peut être levée automatiquement dès qu'il y a un, pardon, dès qu'il y a un lien de partage SharePoint Online ou OneDrive qui est mis en place en Anyone. Tout de suite, on peut avoir une alerte qui est levée. Profiter d'un moteur de validation permettant de corriger rapidement la situation des données à risque. Alors effectivement, on va le voir avec la nouvelle version SaaS, on a potentiellement des politiques de remédiation qui peuvent être mises en place et qui peuvent permettre de remédier, par exemple, l'ensemble des liens publics, etc., au travers de l'interface. Et générer une piste d'audit des événements complets évolutifs pour les applications O365. L'auditing M365, il est exactement comme, il est similaire à la partie on-prem, hein, c'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir des informations sur tout ce qui va être nombre d'utilisateurs, groupe AD, Azure AD, par exemple les groupes vides qui sont présents, les utilisateurs désactivés, les utilisateurs inactifs, etc., etc. On va pouvoir faire des revues d'habilitation complètes sur O365. Je propose maintenant de faire une petite synthèse de tous ces événements avec Cyrus. Oui, merci Laurent. Donc, au final, il existe de nombreux moyens pour garder la main donc, sur le partage. Donc, sauf que pour le faire, ça va être assez laborieux dans le sens où il faut le faire au niveau site, sous-site, au niveau dossier, au niveau fichier. Donc avant, quand on était on-prem, hein, c'était assez simple. On comprenait le dossier et hop, à partir des dossiers, on appliquait les permissions, on mettait en place les assets qui vont bien et c'était réglé. Donc là, peut-être pour avoir cette faculté, cette possibilité-là, c'est peut-être mettre en place des scripts PowerShell qui vont on va devoir maintenir, qui vont aller requêter les sites, voir exactement qui a quoi comme accès dessus, avoir une équipe dédiée qui va exploiter, faire vivre le script au fil du temps. Enfin, vous imaginez, c'est juste irréalisable, c'est juste irréaliste. Donc, voyons voir un peu ensemble, Laurent, comment on pourrait faire au final. Donc, quand on va parler de plusieurs niveaux de paramètres de partage pour les administrateurs, niveau M365. Alors effectivement, je pense que vous connaissez tous hein, cette option de partage. C'est les petites réglettes externales, internales sur la partie SharePoint et OneDrive. J'ai envie de dire que potentiellement, il n'y a pas de bon ou de mauvais réglages. Il faut que ça corresponde aux besoins et aux attentes de votre entreprise, hein, bien évidemment.
Personnellement, je pense que si on a un outil de partage, il faut le proposer, hein, aux utilisateurs, aux métiers. C'est un outil qui est vraiment pratique. Voilà, aujourd'hui, on a, alors effectivement, on n'a pas toute la visibilité de base qu'on aimerait dans O365 au travers des outils Microsoft. Malgré tout, vaut peut-être mieux que les utilisateurs utilisent les outils que vous maîtrisez plutôt que de passer par du WeTransfer ou des mails un peu chargés qui pourraient contenir également, hein, de la donnée sensible et sur lesquels vous auriez aucune visibilité, sur lesquels vous ne pourriez pas agir. Là, aujourd'hui, on a certains réglages un peu plus permissifs. Malgré tout, ils permettent de gérer en interne toute cette facette de partage. Ça reste une meilleure solution que de laisser les utilisateurs un petit peu libres sur cette partie-là. Alors Cyrus, qu'est-ce qui diffère entre M365 et les versions on-prem? Bah, avant, en fait, le partage de fichiers n'était pas compliqué au final. Donc, c'était assez simple. Donc, c'était géré par l'équipe informatique. Donc, l'équipe informatique, on va prendre un exemple d'un partage de fichiers traditionnel, hein. Donc, l'équipe informatique, au final, va créer un partage. Donc, ce partage, une fois créé, elle va créer, donc l'équipe informatique va créer un groupe de sécurité et ajouter des membres. Bon, jusque-là, je vous apprends rien, hein. Donc, c'est ce qu'on a toujours fait, ce qui a toujours marché. On va créer ensuite des groupes de sécurité auxquels on va appliquer des SL. Donc, ces SL appliqués, ça va permettre en fait de sécuriser les accès à ce groupe. Donc, finalement, à l'époque, j'en parle comme si ça n'existait plus au final, mais il était plus facile, il était plus difficile en fait pour les utilisateurs de venir d'enfreindre en fait les droits d'accès qui étaient positionnés. Donc, pourtant, hein, même quand ça c'était en place, hein, c'est lors de nos restitutions des évaluations des risques qu'on fait chez nos clients, habituellement, on découvre malgré tout de nombreux problèmes, hein. On va parler des groupes d'accès globaux qui sont positionnés, on va parler de cassures d'héritage, on va parler de permissions qui sont positionnées en direct, etc. On va parler de SID non résolus, on va parler, enfin, différents problèmes. Donc, c'est pas parce que cette façon de faire était assez simple qu'il n'y avait pas de problème. Mais au moins, il était difficile vraiment pour les utilisateurs de pouvoir venir faire des modifications sur les dossiers ou sur les fichiers. Du coup, Laurent, pourquoi il est si difficile au final de sécuriser M365? Ah, très bonne question. Pourquoi est-ce que c'est si difficile? C'est difficile parce que c'est directement les utilisateurs finaux, hein, qui partagent, qui vont avoir la responsabilité sur ces outils de collaboration. Il y a différentes façons pardon, de partager. Il y a soit la possibilité d'utiliser le bouton share, soit de faire un clic droit, OneDrive, partager avec une personne, etc. etc. C'est très facile pour n'importe quel utilisateur, hein, de l'entreprise de pouvoir partager potentiellement également n'importe quel fichier. Mais Mais il alors, partage quoi au final? c'est ça, qu'est-ce qu'ils partagent? Alors, ils partagent des sites SharePoint, des sites Teams, ça va être des liens d'accès vers des dossiers ou vers des fichiers directement, hein, comme on a pu le voir Mhm. avec les public links. Euh, mais du coup, ils partagent à qui tous ces gens? Bah, les partages sont faits, une fois que c'est fait, en fait, généralement, on se retrouve avec de la donnée qui bien souvent, peut se retrouver exposée ou non. Donc, on va partager vers des utilisateurs en particulier. Donc, cas le plus simple, hein, je partage avec ma collègue Claire, je lui envoie tel fichier, donc ça reste de l'interne. Donc, on va parler de partage interne dans ce cas-là. On va partager également vers des invités. Des invités, bah, c'est une personne, ça peut être Margaret, par exemple, avocate, qui a un compte dans notre AD, sans faire partie de notre organisation, mais qui a un compte dans Azure AD. Et ce compte-là va être identifié comme étant invité. Donc, le fait que son compte invité soit présent dans notre Azure AD va faire que je vais pouvoir lui envoyer un lien de partage. Donc, lien de partage qu'il va recevoir, il va pouvoir l'utiliser en tant qu'invité. Donc là, on va parler de lien de type invité. Je vais également pouvoir partager avec des utilisateurs externes. Donc, quand on parle de partager vers des utilisateurs externes,
connecté, j'ai mon organisation et je partage un fichier, un dossier, un site, un sous-site avec une personne qui n'a rien à voir avec mon organisation. Donc, je vais renseigner son adresse email externe, donc qui est différente de celle de mon organisation. Je lui partage par mail, je lui envoie le lien en question, je lui partage le document et comme ça, il accède en recevant ce mail-là. Il y a aussi une autre façon de faire, qu'on va retrouver souvent, hein, quand tu disais tout à l'heure, Laurent, les utilisateurs cliquent sur share, ils partagent, ils peuvent aussi se retrouver à partager à toute l'organisation. Partager à toute l'organisation, au final, c'est je prends mon document, je le partage par défaut. Généralement, c'est ce qu'on trouve chez de nombreux clients. Ils partagent sans savoir comment partager au final réellement et donc le document se retrouve accessible à toute l'organisation. Au final, vous allez me dire, l'organisation, ça reste de l'interne, donc c'est pas bien grave. Pourtant, ça peut être grave. Donc, tout à l'heure, rappelez-vous le fichier bonus. Donc, le fichier bonus se retrouve accessible à une personne de la côté RH. Donc, côté RH, on va dire, ils sont soumis à une certaine confidentialité. Bon, peut-être qu'en découvrant les bonus, elle n'en parlera pas en interne. Mais imaginez, je ne sais pas, moi, Jean-Pierre de la compta ou Brian du service marketing qui a également accès à ce document, donc va découvrir les bonus de chacun. Donc, on pense que c'est pas risqué parce que c'est au niveau organisation, mais au final, le risque est vraiment présent, puisque des personnes se retrouvent en interne, se retrouvent à accéder à quelque chose qu'ils n'ont pas forcément souhaité ou accéder à ces personnes-là se retrouvent à avoir accès à des informations sensibles qui ne les concernent pas sur exposition interne. Et aussi, au final, toute personne munie d'un lien. Donc là, on va parler de liens de type Anyone on dit Internet. Donc, quand on parle de ce type de lien, donc c'est un lien que la personne reçoit sans avoir besoin de s'authentifier. Donc, juste le fait de posséder le lien lui permet de pouvoir accéder aux documents, aux sites, aux sous-sites, aux fichiers, etc. Donc, une fois que la personne, par le biais de ce lien-là, accède aux documents, elle peut prendre le lien en question, le forwarder à quelqu'un qui est à Tokyo ou à Marseille ou en Égypte, peu importe. La personne reçoit ce lien, clique dessus, peut accéder à des documents qui sont pourtant des documents internes à votre organisation, je rappelle. Et donc là, autant dire, tout Internet a accès aux documents. Parfois, malheureusement, ça peut arriver que ce soit en modification. On l'a déjà vu chez de nombreux clients. Donc, ce type de partage, on va parler de partage de type Anyone, on dit Internet. Donc, Laurent, tu peux nous dire aujourd'hui, finalement, comment se fait ces partages-là, qu'est-ce qu'ils font concrètement les utilisateurs pour Alors partager? c'est très rapide, hein. Il y a plusieurs solutions, hein, pour partager une seule et même donnée. On va pouvoir à la fois utiliser SharePoint, SharePoint Online, OneDrive au travers des interfaces web. On va pouvoir utiliser l'interface de Teams également. On peut également utiliser directement les applis, hein. Ça va être Excel, Word, PowerPoint, de toute la suite Microsoft qui permet, hein, de réaliser ces partages en un clic. Et comme on le disait tout à l'heure aussi, depuis l'explorateur Windows, hein, sur un PC, il suffit de faire un clic droit partager et on va pouvoir partager ce même fichier sans que le propriétaire ou autre soit notifié, on va dire. Ouais. Donc c'est vraiment très facile. Donc, au final, Aujourd'hui, oui, pardon, vas-y, excuse-moi. vas-y Cyrus. Donc, au final, sans visibilité, de contrôle, ça a des implications qui font, en fait, on ne pouvait pas savoir, on ne peut pas voir, en fait, qui a accès. On ne peut pas savoir où vont les données sensibles, où est-ce qu'elles sont concentrées, qui y accède, comment ces données-là sont réduites, sont exposées, etc. Donc, il est difficile difficile dans ce cas-là de pouvoir, au final, réduire la surface d'attaque, de pouvoir prioriser la rémédiation du risque, pouvoir facilement respecter les réglementations auxquelles notre organisation peut être soumise, euh, réduire la surface d'exposition, donc difficile également, et puis difficile aussi de pouvoir détecter tout ce qui va être comportement anormal. J'ai bien résumé, Laurent? C'est bien ça? C'est parfait.
Bah, écoute, je propose qu'on puisse justement voir ces résolutions, éventuellement voir la priorisation des risques et où sont les données sensibles au travers de l'interface web et notamment de la dernière version, la version SaaS que va nous présenter Cyrus. Tout à fait. Merci Laurent. Alors, est-ce que tout le monde voit mon écran? Ça devrait être bon. C'est bon? Ouais. Très bien, parfait, merci bien. Alors ici, je vous présente donc la nouvelle interface SaaS de Varonis, hein. Donc, on est sur le dashboard, donc Varonis. Donc sur la partie de gauche ici, on va retrouver tout ce qui va être alerte, les KPI concernant la partie serveur de fichiers, la partie Azure AD, la partie Active Directory, SharePoint Online, OneDrive, et puis une partie sur la compliance. Ce qui est important ici, sur la partie alerting. Donc, je vous présente brièvement un petit peu comment elle fonctionne et ce qu'il y a. Sur la partie alerting, ici, j'ai filtré un petit peu. Donc, on est Focus M365 aujourd'hui. Je vous montre ce qui se passe côté Azure AD, côté Exchange Online, côté SharePoint Online et côté OneDrive. On s'intéresse aux alertes qu'il y a eu dans l'environnement, donc sur les 14 derniers jours. Et on a la possibilité également de faire un filtre sur les alertes par sévérité. Donc, on va retrouver une sévérité de type haute, de type médium et de type basse, donc qui va être plutôt de la notification. On a une vue globale de l'alerting, des alertes qui sont déclenchées dans le temps. Alertes qui, je vous rappelle, sont basées sur les modèles de menaces. On a plus de 180 modèles de menaces embarqués dans Varonis. Et sur chacun de ces modèles de menaces, il faut savoir que vous allez avoir la possibilité d'y associer, par exemple, un script de rémédiation automatique qui va pouvoir couper l'accès de l'utilisateur, déconnecter le compte, bloquer l'accès de cet utilisateur, couper la carte réseau, etc. Donc, on a des scripts tout faits qu'on met à disposition. Dès qu'un modèle de menace match et que ça déclenche une alerte, on va pouvoir agir directement dessus. On va ici retrouver donc le top 5 un petit peu des modèles de menaces qu'il y a dans l'environnement du client. Donc il y a différents types d'alertes, hein, comme vous pouvez voir ici. Ah bah justement, est-ce qu'on va pouvoir retrouver une alerte sur un partage public ou Bien sûr, on peut tout à fait faire ça. Donc on va regarder. Tant bien que tu poses la question. Là, en fait, bon, voilà, on parle de top 5 des modèles de menaces. Tiens, je vois ce modèle de menace-là qui me paraît intéressant. Donc, qui me paraît intéressant. Pourquoi? Bah, parce que en fait, ça parle de données qui sont au final surexposées. Donc ici, l'alerte dit, le modèle de menace qui a matché, en fait, c'est qu'une quantité anormale de données a été exposée à tout le monde. Rappelez-vous, partage de type anyone, on dit Internet. Donc tout Internet a accès aux documents. Donc l'alerte, le modèle de menace qui a matché est là. On sait que ça s'est produit sur la plateforme de SharePoint Online. Enfin, le SharePoint en question, des fois que vous ayez plusieurs SharePoint Online dans votre environnement, l'ID de l'alerte, la sévérité ici, donc c'est la plus critique, une sévérité de type haute. L'utilisateur en question qui a réalisé l'action de partage vers vers Internet. Donc on a son nom, on a son compte Azure AD. Autre information qui peut être intéressante aussi, c'est de savoir exactement l'équipement qui a été concerné ici précisément. Donc la donnée qu'il a partagée, ce cher Alan Carré, se trouve hébergée donc sur le site des HR, donc des ressources humaines. Après, on a également comme information, ah oui, tiens, ça peut être important aussi, le statut de l'alerte. Donc, une alerte par défaut, il faut savoir quand elle est lancée, donc c'est en statut alerte ouverte. Donc, vous allez pouvoir ensuite investiguer, donc la passer sous un statut investigation, puis ensuite la clôturer. Le fait de clôturer une alerte permet à Varonis d'apprendre de vos usages et pas vous notifier ou vous notifier la prochaine fois que ça soit reproduit. Donc, si un admin vient modifier un mot de passe, c'est une activité normale. Donc, il n'y a pas besoin de vous renotifier la prochaine fois. Donc, Varonis, avec le machine learning, apprend automatiquement. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de cliquer sur l'alerte event concernant ce partage pour s'assurer. En fait, là, on a vu côté ressources. Maintenant, on va aller voir côté événement ce qui est réellement produit. Donc, on a bien Alan Carré ici. L'événement, type d'événement, c'est un fichier
qui a été partagé, un lien de partage de type fichier, une collaboration pour partager un fichier qui a été créé, la date de l'événement en question. Et malheureusement, ce cher Alan a fait un peu n'importe quoi dans le sens où il a partagé le fichier avec tout Internet, avec des permissions de type Anyone on the Internet. Donc, on n'a pas pire en termes d'exposition ici. Si je reviens un petit peu sur le dashboard, on pourrait aussi présenter brièvement donc ici ce qu'on va voir, hein, tout ce qui est top 5 des alertes, des utilisateurs qui ont déclenché le plus d'alertes, et ici les ressources monitorées par Varonis qui ont déclenché le plus d'alertes. Donc là on retrouve des OneDrive d'utilisateurs. On va retrouver ici donc le fameux site charge où on avait une alerte également qui était levée tout à l'heure. On a la possibilité de passer un utilisateur sur une liste de surveillance et les alertes de type géolocalisation. Donc tout cela donc accessible directement depuis cette interface-là. On vient de consulter une alerte là qui concernait un fichier qui était hébergé sur SharePoint Online. Oui. Est-ce qu'il y a des dashboards spécifiques, des infos que tu pourrais nous partager? Bien sûr, très bonne question, mais merci Laurent. Ce qui est, ça tombe bien, regardez. Donc là, on est sur le dashboard SharePoint Online. Ce qui est intéressant, c'est qu'en une vue, on sait exactement ce qui se passe sur SharePoint Online. Je sais tout. En clair, je vais savoir le nombre de sites qu'il y a. Je vais avoir une visibilité également dans le temps. Pourquoi? En fait, c'est bien d'avoir des KPI, mais c'est mieux de voir comment ces KPI évoluent dans le temps. Voir aussi comment, en termes de rémédiation, ce que je fais, ce que j'ai pu faire pour corriger en fait la surexposition, notamment de mes données. Donc là, j'ai mis une évolution de une comparaison à 7 jours dans l'environnement. Ce qui est important de visualiser ici, c'est avoir une visibilité sur tout ce qui va être nombre de sites, j'ai dit, donc c'est Teams, les channels privés qu'il y a pu avoir, donc 3 dans cet environnement, les fichiers ici, nombre de fichiers, donc il y a eu 2260 fichiers dans ce SharePoint Online et 591 dossiers. Et alors on voit on peut voir l'exposition des sites, c'est ça? Je vois site exposure, file exposure également aussi. Oui, tout à fait. Alors, en fait, ici, cette exposure, c'est montrer au final l'exposition des sites SharePoint. Donc, on peut par exemple ici aller cliquer sur Guest pour aller voir les sites qui ont été exposés à des invités. Donc, ça permet d'avoir une visibilité instantanée tout de suite sur quel site est exposé, à qui, quand, comment, etc. Donc, tiens, ça vous rappelle quelque chose peut-être, Laurent. Notre fameux fichier bonus. C'est ça. Donc ici, on est dans le sous-site qui s'appelle bonus et à l'intérieur duquel il y a eu le fameux fichier bonus, effectivement, le fameux fichier Excel bonus qui a été partagé. Donc j'ai juste eu à cliquer et sur les partages de type guest. Donc, et je sais tout de suite qui a accès, qui en fait quoi. Donc c'est une visibilité que permet d'avoir facilement Varonis au travers de ce portail SharePoint Online. Autre chose qui peut être intéressante aussi, hein, c'est d'avoir la visibilité sur la partie données sensibles ici. Donc, on en a parlé. Qu'est-ce qu'on va retrouver? Donc, dans cet environnement, 193 fichiers sensibles exposés et 79 dossiers aussi qui sont exposés à tout le monde. Quand on va s'intéresser, par exemple, toujours dans cet environnement, on va aller regarder les liens de collaboration. Tu en parlais tout à l'heure, Laurent. En fait, le risque le plus élevé au final, donc c'est les expositions de type Anyone on the Internet. J'ai la visibilité, donc je sais que j'ai 77 liens de collaboration qui ont été créés, 77 de type Anyone on the Internet, et à l'intérieur de ces liens-là, je sais dire qu'il y a 10 qui contiennent de la donnée sensible. Bon, le plus simple, c'est de cliquer dessus, hein, donc en cliquant dessus, je vais aller voir un petit peu de quoi il s'agit précisément. Donc, en cliquant dessus ici, Varonis va vous donner la visibilité tout de suite sur
tous les liens de collaboration qui ont été partagés à l'échelle monde dans votre organisation. Donc, je sais exactement ce qui a été partagé, par qui, quand, comment, etc. Donc, le nom de partage, bon, c'est anyone forcément, bon, parce que c'est tout Internet à accès. Les permissions ici, c'est de type édition, bon, c'est la pire. Donc, bon, on est dans un lab, donc les exemples ici sont ce qu'ils sont, mais c'est assez parlant dans le sens où on le retrouve bien souvent malheureusement chez nos clients. C'est des données sensibles ici qui sont présents. Et ces données sensibles, on sait retrouver l'emplacement, on sait identifier le type de données sensibles qu'il y a dedans, hein, donc il y a un peu de tout. Là, par exemple, si je développe un petit peu, on voit que dans celui-là, dans ce document-là, c'est des credentials qui ont été partagés, donc mot de passe en clair, malheureusement. Là, il y a des données de type PCI, donc des données bancaires qui sont partagées, etc. Donc, là, on en retrouve la donnée de type personnel. Donc, la donnée de l'entreprise, comme on vous l'exposait tout à l'heure avec Laurent, se retrouve accessible à tout Internet. Et alors on a vu là sur les liens de collaboration, on voit donc ouais, effectivement il y avait un graphique un peu jaune, l'autre un peu bleu, et puis également il y avait un espèce de petit badge. Ah oui, tu veux parler de ces fameux badges-là? Ouais. Oui. Oui, ce fameux badge bleu, ça c'est une des grosses nouveautés, une des forces de Varonis qu'on ne retrouve nulle part ailleurs aujourd'hui. C'est vous allez avoir la possibilité, donc c'est des policies de rémédiation automatique. Pour faire simple, c'est que Varonis vous met à disposition des policies de rémédiation automatique qui vont rémédier la surexposition de vos données à votre place. Donc Donc là par là où tout exemple sur l'ensemble des liens de collaboration, on pourrait potentiellement tous les clôturer d'un coup. oui, oui, tu crois pas si bien dire. Donc si on prend cet exemple-là, regarde, on va prendre remove link de type anyone on Internet. Donc je clique dessus. Ce que va permettre de faire Varonis ici, c'est en fait, au travers de cette policy-là, dans mon organisation, je veux réduire ma surface d'exposition de mes données de type anyone on Internet. Je veux réduire ça, je veux absolument que ça disparaisse parce que mon SharePoint Online se retrouve vraiment surexposé. Donc, le nom de la policy ici, donc vous voyez la description, on peut l'activer, désactiver si on souhaite. Et ce qui va être intéressant, c'est les conditions ici. Donc, les conditions, on peut rajouter différentes permissions comme on le souhaite. Ici, on précise dans la condition que tout ce qui est lien de type anyone on dit Internet, je vais ensuite spécifier la ressource sur laquelle je veux faire ma rémédiation. La ressource ici, c'est OneDrive, c'est SharePoint Online. Je pourrais rajouter une sous-catégorie ou d'autres permissions si je le souhaite. Ce qui est puissant aussi, c'est qu'une fois que j'ai fait ça, donc je sais que potentiellement je vais réduire le risque sur SharePoint Online, sur OneDrive en termes de surexposition de mes données. Mais c'est toujours intéressant de cliquer sur Preview Scope ici. Le fait de cliquer sur Preview Scope, ça vous permet d'avoir de voir Une un sandbox. peu exactement, une sandbox qui permet de savoir exactement ce qui va être remédié, quels sont les liens que Varonis a identifiés comme étant surexposés de type anyone on dit Internet. Vous allez avoir la liste complète. Vous allez pouvoir confirmer, valider que c'est bien cette liste-là que vous souhaitez remédier. Et donc, l'action qu'on veut définir ici, c'est remove permission. Donc, j'élimine le risque, j'enlève ces permissions-là. Quand j'enlève, je peux décider de le faire en mode one shot. Donc, je peux exécuter ça également de façon continue, de façon journalière, hebdomadaire, mensuelle. Donc, et à chaque fois, une fois que ces actions sont exécutées, évidemment, Varonis va loguer toutes ces actions. Donc, une fois que c'est validé, une fois que le job a été commité, qui va se lancer, on va pouvoir avoir un statut, on va pouvoir être notifié ensuite par mail quand la rémédiation a été faite. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment une des grosses forces de Varonis sur cette partie-là aujourd'hui. Après, ce qui peut être intéressant aussi, c'est poser la question certainement, hein. Donc je suis sûr que Laurent, tu voulais me demander si sur OneDrive, si on Mais bien va sûr, j'allais enchaîner tout de suite. Quelles infos on a sur OneDrive? La réponse est simple, exactement la même chose. Donc sur OneDrive, on permet de savoir exactement ce qui se passe aussi, comme on le fait sur la partie SharePoint Online, sur OneDrive, sauf que parfois, selon les environnements, le risque OneDrive peut être
dire, dans le sens où les utilisateurs partagent directement leurs données, parfois carte d'identité, passeport avec la terre entière, etc. Donc le risque peut être plus élevé également. Donc juste avant, je me permets juste de préciser, de montrer quelque chose qui est extrêmement important. Cette visibilité-là qu'on vous donne sur la partie Azure AD également est primordiale. Jusque-là, on n'avait pas de dashboard de visibilité sur ce qui se passait au niveau Azure AD. Donc là, on a une vue complète sur les utilisateurs qu'on a dans notre environnement, qui sont des internes. Dans ce cas-là, il y en a 67. On sait dire exactement en une vue, enfin juste un petit dashboard, on sait exactement le nombre de guests qu'on a dans l'environnement, les utilisateurs actifs, les utilisateurs inactifs, des global admins qui ont des mots de passe qui n'expirent jamais. On va avoir des informations sur les applications qui ont été créées, les consentements d'applications qui ont été donnés, tout ce qui va être role admin, les global administrateurs comme on peut voir ici, les security administrators, j'en passe. Et aussi tout ce qui va être groupe dynamique. Donc groupe dynamique, s'il y a des guests dedans, on va pouvoir visualiser également. Donc tout ce qui est les applications qui ont été enrôlées, enfin les devices qui ont été enrôlés, les registers applications, et j'en passe. Donc vraiment, c'est extrêmement puissant d'avoir un outil tel que Varonis sur ce périmètre Azure AD. Et au niveau compliance, qu'est-ce qu'on a? Alors, au niveau compliance, ce qu'on a, c'est alors, là, au niveau compliance, ici, on vient donner la visibilité sur ce qui se passe en termes de compliance, en termes de données sensibles hein, sur ce périmètre M365. Donc là, en une vue, j'ai ce dashboard-là, cette KPI-là qui m'indique les fichiers sensibles qui sont surexposés. Donc je sais exactement également, je peux avoir l'évolution dans le temps de ces données-là. Je vais pouvoir avoir également la visibilité sur les données, les fichiers sensibles qui sont classés ici par niveau d'exposition. Hein, donc la pierre étant anyone, je vous rappelle. Donc après on a du external, on a du guest également. Et tout ce qui va être aussi visibilité assez simple sur le nombre de dossiers sensibles. Donc en mode one shot, on s'est dit exactement le nombre de dossiers sensibles qu'on a dans l'environnement, à la fois SharePoint Online, OneDrive. Là, j'ai tout pris, hein, mais je pourrais très bien faire un filtre que sur OneDrive, que sur SharePoint Online, enfin sur ce qui m'intéresse. Donc le nombre d'occurrences de données sensibles qui ont été identifiées dans l'environnement. Là, on voit que c'est à la hausse, hein, puisque la comparaison dans le temps, pour voir l'évolution dans le temps, ça donne une idée très précise. Et aussi, donc, ce qui va être intéressant, c'est d'avoir une catégorisation par règle de classification. Donc le type d'enregistrement qu'on va trouver au final par catégorie. Ici, dans cet environnement, on voit qu'il y a énormément de données de type PHI, donc des données de type santé, qui sont surexposées à à tout le monde. Hein. Donc, il y en a énormément. Après, on va retrouver les données personnelles, etc. Tout ce qui va être aussi sur l'exposition par catégorie, on va également les identifier ici. Donc là, c'est au global, j'ai une visibilité sur tout ce qui est mot de passe qui sont dans mon environnement, mot de passe qu'on trouve dans mon SharePoint Online, mon Drive, les données financières, etc. Je peux également choisir de faire un filtre et avoir la visibilité que sur la donnée de type RGPD, par exemple. Donc, et je ne verrai que la donnée RGPD ici. Donc, au final, les règles de classification que je mets en place, Varonis vous permet d'avoir une visibilité complète sur n'importe quel type de données sensibles, l'identification de n'importe quel type de données sensibles, qu'elles soient de type bancaire, de type RGPD, que ce soit RGPD en France, en Europe, aux US. On est capable d'aller détecter également la donnée de type, des numéros de brevets, par exemple, si vous êtes sujetti à ça. On est capable d'aller chercher une chaîne de caractères dans un document et vous le mettre en évidence et vous le taguer comme étant données sensibles, etc. Donc, Varonis vous permet d'avoir une visibilité complète sur cette partie compliance aussi et pouvoir identifier la surexposition de vos données dans l'environnement M365 dont vous disposez. Ce qui va être important ici, hein, c'est tout ce que je vous ai montré là, c'est très bien, c'est dans un environnement de lab, mais ce qui est plus pertinent, c'est de le faire dans votre environnement à vous. Donc, pour cela, en fait, Varonis vous propose de faire une évaluation des risques. C'est gratuit.
ça dure 21 jours. Donc, on va faire une cartographie complète de ce que vous avez dans votre environnement, sur tout ce qui va être dépôt de données. On va analyser les mauvaises configurations, les permissions, travailler sur l'activité qu'il y a sur les environnements M365, SharePoint Online, OneDrive dans votre environnement, donner la visibilité sur l'activité Teams, ce qui est partagé dedans, etc., comme on a pu le voir tout au long de ce webinaire. On va vous aider à classer les rôles, les risques par priorité, donc identifier où la donnée sensible est concentrée, etc. Les risques sur Azure AD, comme je l'ai pu vous montrer, et également donc surveiller l'utilisation des données. Donc on analyse en permanence l'activité de vos utilisateurs et on vous alerte en cas de déviance de cette activité-là. Donc pour faire cela, c'est très simple. Donc une évaluation, ça prend 21 jours. C'est en SaaS. La seule chose dont on a besoin pour faire cette évaluation, très simple, une VM. Windows 2019 ou 2022, avec cette configuration-là. Donc, avec un accès, évidemment, à votre tenant M365 pour mettre en place l'API qui va bien. Une ou deux sources à télécharger, 1 à 2 heures, c'est réglé. Le POC est installé. Dès que le POC est installé, en mode SaaS, tout de suite, c'est alimenté, tout de suite, on a de la donnée. Et donc, derrière, faire un premier atelier, un deuxième atelier pour montrer la valeur de Varonis. Et en 21 jours, donc, au final, ça vous prend une fois 1h30, on va dire une fois 2 heures, plus 2 fois 1 heure. Et vous avez à la fin un Data Risk Assessment, un document complet de restitution qui vous permet de savoir exactement où vous en êtes de la surexposition de vos données sur M365 ou sur votre SI de façon globale. Eh ben, merci beaucoup, Cyrus. Laurent, je t'en prie. On a déjà pas mal débordé un peu sur l'horaire. Je vais passer rapidement sur les services managés cybersécurité que propose Medsys. Alors moi, je suis certifié VCDP, je suis responsable du service managé Varonis au sein de Medsys. Le but, c'est de vous présenter un petit peu tout l'accompagnement qu'on est capable justement de vous proposer autour de Varonis. Donc on a bien évidemment une maîtrise de l'outil qui est indéniable depuis plusieurs années. On a mis en place le service manager qui est hébergé à Tours autour de Varonis. Qu'est-ce qu'on propose sur M365? Eh bien, on va proposer la surveillance, également l'alerting, la gestion des alertes autour de, par exemple, Azure AD. Est-ce qu'un compte administrateur qui vient de réaliser telle ou telle action, c'est légitime ou pas, etc. L'ensemble des utilisateurs actifs ou inactifs, potentiellement la revue de l'ensemble des comptes qui ont des rôles admin. Autour de SharePoint Online, OneDrive, on va pouvoir également faire de la supervision sur l'ensemble des sites, avec ou sans données sensibles, des partages internes, organisationnels ou publics, sur l'ensemble des accès, est-ce que le site est encore utilisé potentiellement. En termes de rapports, Varonis propose la mise en place de rapports personnalisés qui vont permettre d'envoyer par email ou sur des partages un ensemble d'informations. Nous, ce qu'on vous propose, c'est de l'accompagnement, de la mise en place de rapports mensuels pour la revue des habilitations, justement, ce qui doit permettre de faire baisser la surface d'attaque et le risque également au travers de ces revues d'habilitation. Et bien sûr, une partie compliance sur l'exposition des données, l'élaboration d'un plan de remédiation et toujours la revue d'habilitation sur la partie compliance. Je vais pas trop insister. Le but, c'est aussi de vous laisser un petit peu de temps potentiellement si vous aviez des questions. On va afficher maintenant la partie questions-réponses, voir si quelqu'un a mis en place une petite question. Bonjour, comment fonctionne le mode de licence pour votre produit? Alors, je vais laisser Cyrus reprendre. Oui, merci pour la question. Donc, mode de licence. Donc, on fonctionne par licence à l'utilisateur. Donc, par utilisateur, il faut entendre vraiment utilisateur qui va générer de l'activité dans l'environnement. Donc, on ne va pas s'intéresser à tout ce qui est compte de service ou autres qui font de l'activité de façon continue, mais c'est vraiment des utilisateurs qui vont générer de l'activité donc sur les environnements 365 qui sont actifs.
Donc c'est comme ça que Varonis fonctionne. Donc c'est une souscription, licence utilisateur, donc souscription, donc avec un paiement annuel. Et question de Reynald, remédiation automatique possible si téléchargement inhabituel. Alors, donc si je comprends bien la question, c'est qu'on va se retrouver dans un cas d'usage où on a un utilisateur qui va télécharger de façon complètement anormale, effectivement, des données d'un coup comme ça. La remédiation qu'on va plutôt proposer dans ce genre de cas, c'est par rapport à l'activité de l'utilisateur qui habituellement travaille, ne télécharge pas autant de documents. Le fait de télécharger d'un coup une quantité anormale de données, ça va sortir de ses usages. Donc, on va plutôt, en termes de rémédiation, là, venir vous proposer la possibilité de pouvoir déconnecter tout de suite l'accès de cet utilisateur. Il y a différents types de scripts PowerShell qu'on met à la disposition qui existent et qui vont permettre de répondre à ce cas d'usage-là. Donc, si on se retrouve dans ce genre de cas, on coupe l'accès, par exemple. Ça peut être une façon de faire. Alors effectivement, on ne l'a pas montré au sein de la démo, mais sur la partie data alert, quand il y a une alerte qui est levée, il y a possibilité d'utiliser un script de remédiation. Et donc, potentiellement, il y a une remédiation automatique qui est possible suivant les différents scénarios. Tout à fait. Comment faire la demande d'audit? La demande de POC, et ben justement, c'est là où vous pouvez contacter Cyrus potentiellement pour Tout à fait. faire une demande de POC et de data risk assessment, parce que j'imagine que c'était ça derrière la demande d'audit. Oui, donc enfin, si c'est bien ça, oui, surtout n'hésitez pas à me contacter, et enfin, vous contacter, m'envoyer un petit mail ou peut-être, Claire, tu peux relier ou enfin, dans tous les cas, c'est assez simple. Vous m'envoyez un email et je vous expliquerai assez facilement comment ça se passe. Il n'y a pas plus simple. Voilà, ce que je vous propose, c'est de prendre note de nos contacts et éventuellement de nous envoyer un message si jamais il y a besoin pour toute question, que ce soit sur la partie Medsys, en ce qui concerne les services managés, éventuellement l'accompagnement Varonis, ou contacter Cyrus directement si vous souhaitez mettre un POC en place chez vous. Encore merci à Tout tous à pour fait. votre attention. Passez une bonne journée. Merci à tous, bonne journée. À très bientôt. Merci Laurent. Merci Cyrus, merci beaucoup Claire. Au revoir à tous. Merci Claire, à très bientôt.